L'autre titre de l'actualité de ce dimanche, c'est la situation qui s'enlise dans le Tarn sur le sujet de l'A69. Le gouvernement va-t-il devoir faire face à la création d'une ZAD ? Le gouvernement ne veut pas d'une nouvelle ZAD dans le Tarn. Et la police vient de charger pour évacuer la ZAD, mais les écureuils occupent toujours les arbres de manière à empêcher leur abattage. Pourquoi ? En fait, parce que la parcelle sur laquelle ils sont est une parcelle qui a été qualifiée à enjeu fort écologique. Attention, attention ! En faisant monter en fait la mayonnaise, en créant des affrontements, en utilisant la violence pour en fait faire croire que le pauvre concessionnaire et les autorités derrière font tout pour monter ce projet, s'opposant en fait à des éco-terroristes qui viennent là que pour en découdre. Je demande, et je veux dire en tant que parlementaire, je ne peux faire que cela, que l'état de droit soit respecté. C'est une guerre d'usure. Plus on avance en fait et plus on constate le nombre d'illégalités et ça devient de plus en plus flagrant. On sait que le projet in fine en fait va être annulé et c'est pour ça qu'il passe en force. Claire Dujardin, je suis avocate au barreau de Toulouse. Et donc là, je défends des militants qui s'opposent à l'autoroute A69. C'est le projet qui cristallise toutes les tensions, mais aussi l'opposition entre deux visions de l'avenir. L'autoroute A69 qui devrait relier Toulouse à Castres. Près de 2000 scientifiques ont appelé Emmanuel Macron à renoncer à ce projet délétère et injustifiable. Plusieurs institutions environnementales ont donné des avis défavorables, des dizaines de personnes ont mis leur vie en danger, d'autres ont passé des semaines entières perchées dans des arbres pour empêcher qu'on les abatte. Des milliers d'opposants se sont mobilisés. 61% des habitants dans le Tarn et la Haute-Garonne seraient favorables à l'abandon de l'autoroute. Et pourtant, le gouvernement ne veut rien entendre et annonce que l'A69 ira jusqu'à son terme. Donc on est là sur la création de cette zone à défendre qui est la Cré-Marbre. Les personnes se sont installées depuis novembre 2023. En gros, ZAD, c'est zone à défendre, c'est-à-dire que des personnes vont s'installer en fait sur des parcelles ou dans des endroits pour protéger en fait cette zone. Donc généralement c'est en lien avec des projets écocidaires et en gros ils y habitent entre guillemets, à savoir qu'ils restent de manière durable, pas forcément durable, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer à vie, mais durable dans le sens où tant que le projet en fait ne sera pas suspendu et tant que ces terres ne seront pas protégées, ils resteront. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui s'installent à cet endroit-là sont parfaitement informées et sont parfaitement en fait conscients des enjeux écologiques, c'est-à-dire qu'ils viennent pas juste pour embêter en fait l'État et pour s'affronter aux forces de l'ordre comme on peut l'entendre dans la petite musique des autorités. Pourquoi ? En fait, parce que la parcelle sur laquelle ils sont est une parcelle qui a été qualifiée à enjeu fort écologique. C'est-à-dire que pour que le concessionnaire puisse construire l'autoroute, il a dû proposer un calendrier et expliquer en quoi il allait mettre en place des mesures pour protéger les espèces qui étaient dans des endroits, la faune et la flore, et pour respecter en fait l'écosystème et le calendrier de nidification, le calendrier qui correspond en fait aux espèces protégées. Il a mis des annexes. Et donc il y a l'annexe 3 qui comporte en fait un calendrier où il est indiqué avec précision que la parcelle concernée à enjeu écologique fort, elle ne pourra pas être déboisée et défrichée. Il ne pourra se faire qu'entre le 1er septembre et le 15 novembre. Et c'est écrit noir sur blanc. Et donc, parce que le concessionnaire, auparavant, en fait, a abattu des arbres, notamment des arbres d'alignement, en toute illégalité, en dehors du calendrier, les personnes mobilisées contre cette autoroute savaient qu'ils allaient outrepasser en fait le calendrier. Donc, ils sont venus occuper la parcelle préalablement, sachant qu'ils allaient venir. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé puisque, le concessionnaire est venu et est en train en fait d'abattre des arbres, est en train en fait de saccager complètement la parcelle, alors même en fait que le calendrier leur interdisait de venir sur cette période-là. Donc, on est vraiment sur une situation en fait d'illégalité de la part du concessionnaire. Le préfet a communiqué, enfin a rendu public un communiqué hier en disant voilà, un écologue est passé pour venir constater qu'il n'y avait pas d'espèces protégées et qu'on pouvait déboiser.
Or, en fait, pour pouvoir déclasser cette parcelle, c'est-à-dire que le concessionnaire dit « on a déclassé la parcelle, ce n'est plus une parcelle à enjeu écologique fort ». Mais pour pouvoir dire ça, en fait, il fallait respecter une procédure particulière de saisine des organismes habilités pour après justifier qu'on aurait déclassé la parcelle. Donc, si vous voulez, on est vraiment en fait c'est surréaliste et c'est totalement illégal. Et donc, il faut vraiment, quand on appelle à dire les opposants doivent respecter l'état de droit, il faut faire revenir l'état de droit dans la zone. En fait, c'est eux qui doivent eux-mêmes, respecter en fait toutes ces règles-là. Donc, il y a des opposants depuis novembre 2023 et le concessionnaire a donc annoncé qu'à partir du 15 février, il allait se rendre sur place pour commencer en fait à défricher, à battre les arbres et donc à faire en sorte, à préparer en fait les travaux et le chantier sur cette parcelle-là. Le 14 février, sont intervenus des forces de l'ordre de manière assez disproportionnée parce qu'il y avait beaucoup plus en fait de gendarmes mobiles et de CRS que de personnes sur place et il y a eu en fait une première intervention de forces de l'ordre et en utilisant très rapidement en fait la force et les armes et notamment tir de grenades lacrymogènes, tir de LBD sur les personnes. On a vu des forces de l'ordre taper en fait sur les cabanes, essayer de rassembler l'ensemble des matériaux donc plastique, bâches, bidons, bois et différents objets qu'ils ont trouvés et ils ont mis le feu en fait. Ils ont fait plusieurs tas et ils ont mis le feu à ces tas-là. Les différentes combustions en fait ont eu lieu en bas des arbres, dans le bois, donc pouvant bien évidemment créer un feu qui se généralisait. Alors, les pompiers étaient derrière, mais ils ont quand même mis le feu. Donc, ça a créé, en fait, des combustions très importantes. Et on a vu dans les vidéos, une personne utiliser, en fait, un souffleur pour pousser, en fait, les fumées vers les arbres. On n'a pas le droit, en fait, de faire comme ça des feux dans la forêt. Et surtout, toute la fumée toxique peut entraîner des conséquences importantes sur la santé et la sécurité des personnes. Et ensuite, ce qui a été particulièrement impressionnant, c'est que pendant la nuit, en fait, il y a eu une relève, il y a eu d'autres équipes qui sont venues. Ils ont utilisé des projecteurs et ils ont éteint, allumé en permanence, en fait, les écureuils dans les arbres, les empêchant de dormir. Et ils ont utilisé aussi des bruits. Alors, soit ils tapaient, en fait, sur des matériaux pour faire énormément de bruit, soit ils utilisaient, en fait, des mégaphones, soit ils descendaient la barrière du train pour faire actionner, en fait, la sonnette d'alarme du train, parce qu'on est juste à côté d'une ligne de chemin de fer. Il est 22h30. Écoutez les animaux qu'on a en bas qui nous empêchent de dormir. Voilà. Des sifflets, des cris, des hurlements. Bon. On est toujours à la crème arbre. On a toujours des CRS en bas qui nous font un petit concert. Et ça a duré plusieurs nuits. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodes, en fait, pourraient être qualifiées de traitement inhumain et dégradant. Ça a des conséquences, en fait. Certes, ça n'a pas des conséquences immédiates physiques, mais ça a des conséquences psychologiques. Et on l'avait déjà vu, il avait déjà utilisé ces méthodes-là en novembre dans un autre bois. Donc, on est vraiment, en fait, dans une mise en danger du fait de ces méthodes qui sont complètement moyenâgeuses, utilisées par les forces de l'ordre. Il y a eu un appel à aller manifester le dimanche pour soutenir les écureuils et pour empêcher en fait que les forces de l'ordre continuent à harceler. Le préfet du Tarn a pris immédiatement un arrêté d'interdiction de manifester dans les minutes qu'on suivit. Impossible à attaquer, bien évidemment, parce que dans les délais, c'est pas possible de saisir le tribunal administratif. Et donc, ils ont prétexté en fait que la manifestation n'était pas déclarée et qu'il y avait un arrêté portant interdiction pour, en gros, faire en sorte d'utiliser un maintien de l'ordre totalement disproportionné, avec tout de suite utilisation de la force, tout de suite utilisation des armes. Il y avait l'Observatoire des pratiques policières sur place qui a constaté qu'il y avait l'utilisation de grenades de désencerclement et de GM2L dans le cadre de cette intervention des forces de l'ordre. Il y a eu des personnes blessées. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas encore le nombre de personnes blessées. Et il y a eu des interpellations extrêmement violentes. Il y a eu 6 personnes interpellées
placés en garde à vue. Il y a eu des personnes qui sont venues ravitailler les écureuils en eau et en nourriture. Et on a de nombreux témoignages et des vidéos montrant en fait que les forces de l'ordre en fait ont empêché, n'ont pas autorisé les personnes à venir apporter de l'eau et de la nourriture, prétextant justement que c'était sur un terrain privé. On est en fait sur une urgence vitale, donc propriété privée ou pas, on pouvait très bien leur permettre d'y accéder. Les forces de l'ordre pouvant très bien aussi prendre les bouteilles d'eau et les amener. Et donc c'était une manière de dire il faut que les écureuils descendent, mais pour autant en fait ils n'avaient pas le droit, puisque le droit à l'alimentation est vital, c'est un droit fondamental. En effet, c'est aussi pour cette raison, et on l'a visé dans la plainte pénale. On a déposé une plainte pour mise en danger d'autrui. Après cette séquence, on a vu le préfet venir et dire voilà, nous allons faire une tentative de médiation pour trouver une solution. Alors la tentative de médiation, c'est un médiateur qui est venu, qui a dit vous descendez immédiatement ou alors vous allez être poursuivi pénalement. Donc il y a eu les cellules spécialisées qui sont venues avec les grues pour essayer de faire descendre les écureuils. Et donc du coup, il y a eu des tentatives. Mais les écureuils, considérant d'abord qu'ils étaient dans leur droit en fait de rester dans les arbres, en indiquant si vous voulez qu'on descende, enfin en tout cas si vous nous interpellez, il faut que ça soit fait en fait dans des conditions ne nous mettant pas en danger. Et pendant ce temps-là en fait, eh bien les travaux étaient en cours, c'est-à-dire qu'on a vu des branches être cassées, des arbres tomber, alors même en fait que c'était à proximité des autres arbres où il y avait les écureuils. Ah, ça va tomber là, je sais pas trop où, on est un peu loin, je suis désolé, on n'a pas d'accès. Même la presse, c'est verrouillé là, vous voyez, il y a des camions pour éviter qu'on puisse voir ce qui se passe en fait. Allez, un de plus. Voilà, A69, projet écocide. Donc les écureuils sont poursuivis pour opposition par violence ou voie de fait à des travaux d'intérêt public. Donc ça, c'est la qualification pénale. On a déjà eu d'autres écureuils qui ont été poursuivis pour ces faits-là. Nous, ce qu'on dit par rapport à cette infraction, c'est qu'elle n'est pas constituée d'abord parce que vous ne démontrez pas que vous avez les autorisations pour abattre les arbres. Vous ne démontrez pas que ce projet est d'intérêt public parce qu'il y a des recours au tribunal administratif en cours et qu'on le sait, en fait. En tout cas, on l'a vu à Sivins notamment. Les travaux avaient commencé et c'est seulement après la mort de Rémi Fraisse, eh bien que le tribunal, les travaux se sont arrêtés et ensuite le tribunal administratif a rendu une décision annulant l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique. Septembre 2014, premier coup de pioche dans la forêt de Sivins. Des opposants arrivent de toute la France pour occuper le site et empêcher les travaux. C'est le début de la ZAD, la zone à défendre. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont de plus en plus violents. Jusqu'à ce 26 octobre 2014, vers 2h du matin, Rémi Fraisse, un militant écologiste de 19 ans, s'effondre, tué par une grenade, lancée par les gendarmes mobiles. 3 jours plus tard, le chantier est suspendu. Et donc on sait que le projet in fine en fait va être annulé. Et c'est pour ça qu'il passe en force. Donc nous, on évoque ça en fait dans les tribunaux. On dit, vous ne pouvez pas condamner en fait ces personnes parce qu'il n'y a pas la preuve de l'intérêt public. Et enfin, vous ne pouvez pas les condamner parce qu'ils sont sur une situation de nécessité, c'est-à-dire qu'en fait, ils font de la désobéissance civile et qui protègent un intérêt supérieur, qui est le droit à un environnement sain et équilibré, la protection des arbres, par rapport à des travaux qui ne respectent pas l'environnement. Donc on est vraiment sur cette situation où ils ont une légitimité à être dans les arbres. Si vous voulez, on a vraiment ce sentiment localement en fait que 10 ans après en fait rien n'a changé. On est exactement dans le même scénario où en fait on va passer en force des projets qui sont d'un autre temps, qui sont écocidaires, malgré les oppositions, malgré tous les recours. Alors même que on devrait justement considérer qu'on a appris de Sivins et que l'avis des citoyens, l'avis des différents organismes environnementaux doit primer, avec toujours le même vocabulaire et toujours la même petite musique de communication en disant les zadistes sont extrêmement violents, il faut faire revenir l'état de droit, c'est inadmissible. On est réellement sur une zone de non-droit, ce qui n'est plus possible aujourd'hui sur notre territoire français. Mais pardon, que fait la police ? Vous irez au bout
et que vous demandez le démantèlement de cette occupation et de cette ZAD. Je demande, et je veux dire en tant que parlementaire, je ne peux faire que cela, que l'état de droit soit respecté. Ce qui veut dire que nous ne serons plus dans un schéma, entre guillemets, démocratique. Et ça me gêne. Et en faisant monter, en fait, la mayonnaise, en créant des affrontements, en utilisant la violence, pour, en fait, faire croire que le pauvre concessionnaire et les autorités derrière, eh bien, font tout pour monter ce projet, alors que s'opposant, en fait, à des éco-terroristes qui viennent là que pour en découdre. Donc, on refait exactement le même scénario. On pourrait copier-coller, en fait, les discours il y a 10 ans avec ceux d'aujourd'hui. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la plainte pénale, en effet, pour mise en danger d'autrui. Mais il y a eu aussi et surtout, en fait, une saisine du procureur en référé pénal environnemental par maître Alice Terrasse pour, en fait, enjoindre le préfet, le concessionnaire à arrêter immédiatement les travaux parce qu'il y a des atteintes graves et manifestes qui sont portées à l'environnement. Donc, il y a eu, en fait, cette saisine qui n'a abouti à rien. Il y a eu cette plainte pénale et donc on a les associations, les collectifs sur place ont rédigé un communiqué pour expliquer tout ça et pour dire malgré en fait nos saisines, malgré les alertes, eh bien rien n'est fait. Et donc c'est à la suite de ce communiqué que Michel Forst, le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'environnement et les atteintes aux droits de l'homme, s'est autosaisi, a fait un communiqué en s'alarmant en fait sur les méthodes de maintien de l'ordre et sur l'escalade et le rapport de force qui était sur le terrain. Du coup, le rapporteur spécial Michel Forst va se rendre le 22 février sur la Cré-Marbre pour se rendre compte lui-même de la situation, pour éventuellement monter dans les arbres pour voir un peu quel est l'état en fait des personnes sur place. On travaille de faire un travail d'investigation, de recueillir des témoignages, d'entendre la parole des uns et des autres avant de réagir. Donc, et j'ai demain un entretien avec le préfet à 11h, donc à Albi. Bien évidemment, c'est important également qu'on écoute pas seulement la voix des militants qui sont sur les arbres, pas seulement la voix de ceux qui les accompagnent, mais également la voix des autorités nationales. Ensuite, j'imagine, soit faire des recommandations, soit rendre un avis sur ces événements pour enjoindre l'État français à respecter certaines règles et notamment à faire usage de la force de manière proportionnée et nécessaire. Et donc noter un peu les illégalités qu'il aura constatées, les atteintes aux droits de l'homme. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de ma question, c'est le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Ce deux poids, deux mesures, en fait, concernant les agriculteurs, alors bien évidemment, il ne s'agit pas de demander à ce qu'on castagne les agriculteurs. Il faut vraiment le dire en amont. Il s'agit surtout en fait de prendre en compte tous les intérêts et pas seulement quelques intérêts particuliers. Donc pour moi, ce que ça dit, c'est que bien évidemment, les forces de l'ordre sont utilisées à des fins d'intérêt privé. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout en fait sur des forces de l'ordre au service du public, comme c'est défini en fait dans la Déclaration des droits de l'homme. Et de l'autre côté, eh bien, on a les écologistes qui proposent en fait un autre projet de société, qui proposent de mettre fin en fait à cette, à l'ultralibéralisme et à la bétonisation et on va dire à la croissance infinie en fait de la société au développement économique. Et donc du coup, ce n'est pas dans les intérêts de l'État, ce n'est pas la politique qui est menée, et donc du coup on va tout faire pour les empêcher et pour, on va dire, démontrer que ce sont de dangereux terroristes. Et on a vu depuis en effet des années là, Darmanin continue cette petite musique en criminalisant de plus en plus les opposants écologiques, en demandant au garde des Sceaux de rédiger des circulaires pour continuer à criminaliser ces mouvements-là, et en utilisant les forces de l'ordre en fait pour empêcher que cette opposition puisse se développer et puisse s'exprimer. Et
En fait, c'est complètement contre-productif. C'est complètement contre-productif. Alors, certes, ça a des dégâts extrêmement importants, hein, parce que, bien évidemment, les personnes sont arrêtées, interpellées, blessées, mutilées, et donc, du coup, ça a des conséquences fortes. Mais pour autant, je pense que plus il va y avoir de répression et plus il va y avoir de monde, en fait, conscient et qui vont rejoindre ces mouvements. Et là, on le voit sur l'opposition à l'autoroute, c'est national en fait. C'est-à-dire que partout, il y a des gens de partout, de toute la France, qui viennent régulièrement pour soutenir, pour s'opposer et pour essayer en fait de faire en sorte que le projet s'arrête. Donc je pense que à la fois on est dans une sidération, mais à la fois on est de plus en plus conscient et donc les personnes s'organisent pour justement essayer d'être plus fort et d'avoir aussi d'utiliser tous les recours juridiques possibles.